Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner un cours sur les piles de pont. Voici un exemple d'un pont installé sur une rivière. On voit clairement l'influence des piles sur l'écoulement et aussi sur la déposition des sédiments. Dans cette vidéo, on voit l'écoulement autour des piles d'un des ponts de la rivière du Rhône à Lyon, en France. Comme on peut l'observer, la présence des obstacles dans l'écoulement cause une perturbation. L'eau va contourner les piles en créant ce qu'on appelle des zones de séparation. Ces zones de séparation causent un effet de réduction de la section initiale disponible pour l'écoulement. Le rétrécissement de l'écoulement provoque une perte de charge en amont. Les tourbillons se forment par l'interaction avec les piles et une perte d'énergie additionnelle se donne avec l'expansion de l'écoulement à l'aval. L'ingénieur doit tenir en compte ces effets pendant ses calculs hydrauliques. Pendant ce cours, on va voir quelques exemples pratiques des piles de pont installées sur le milieu fluvial. Après, on verra en détail comment les piles de pont influencent les écoulements et la morphologie des cours d'eau. Et finalement, on verra des exemples de calculs hydrauliques. On commence par quelques exemples. Voici le cas que vous avez vu au début de la leçon. Cette pile de pont est installée dans une rivière à faible pente, où les sédiments sont surtout fins, comme des siltes et du sable. L'existence des piles de pont provoque, comme j'avais dit avant, une perturbation de l'écoulement avec une réduction de la section et par conséquent une augmentation du niveau d'eau en amont. Cette augmentation du niveau d'eau provoque la diminution de la vitesse de l'écoulement, ce qui induit la déposition des sédiments transportés par l'eau. C'est le cas évident sur la berge gauche de cette rivière. Ici, on a un autre cas d'un pont avec ses piles installées dans le milieu aquatique. Ces cas exigent une étude approfondie sur les modifications que les piles de pont font sur l'écoulement et ainsi déterminent comment ces structures se constablent au cours du temps. Et finalement, voici une autre vue de comment les piles de pont modifient la morphologie d'une rivière à faible pente et avec un transport de sédiments considérable. Dans ce cas, nous observons clairement les zones de forte déposition de sédiments avant chacun des piles de pont. Nous allons par la suite voir en détail des phénomènes physiques en jeu, du point de vue de l'écoulement et aussi du point de vue de la morphologie. Pour ça, voici des vidéos de l'écoulement autour des piles de pont sur le Rhône à Lyon. Dans cette première vidéo, nous observons bien l'effet de séparation soumis par l'écoulement autour d'une pile isolée. Dans cette deuxième vidéo, on voit l'extension en aval jusqu'où la perturbation de l'écoulement se produit. La propagation des tourbillons générés est bien visible. Quand on se rapproche des piles, la séparation de l'écoulement est bien distinguée si on observe la surface d'eau. Voyons maintenant en détail, et à l'aide des schémas simplifiés, les phénomènes hydrauliques qui se produisent à cause du rétrécissement de l'écoulement. On va considérer un canal rectiligne de section prismatique rectangulaire. Voici une vue d'en haut. On provoque le rétrécissement de l'écoulement par imposition des obstacles latéraux, comme il se passe quand on installe des piles d'un pont dans une rivière. L'écoulement se sépare quand il rencontre les éléments provoquant le rétrécissement. Comme on le voit ici, la contraction de l'écoulement va causer une diminution de la section disponible à l'écoulement. Aval, l'écoulement reprend toute la section. Néanmoins, des zones de séparation se forment aussi, ainsi que ce qu'on appelle les zones de récirculation. Ce type de phénomène aval provoque des pertes d'énergie considérables à l'écoulement. On peut bien définir les zones de l'écoulement liées au rétrécissement. Les zones non perturbées, amont et aval, où l'influence de la contraction de l'écoulement ne se sent pas, la zone rétrécie, où la section disponible à l'écoulement est diminuée, par effet des piles, mais aussi par le rétrécissement provoqué par la séparation, et finalement les zones de transition, amont et aval, entre les zones non perturbées et la zone rétrécie. La zone rétrécie conditionne l'écoulement. Nous avons vu comme le rétrécissement de l'écoulement conditionne l'hydrodynamique des canaux, comme l'exemple que je vous ai montré du Rhône. Nous allons maintenant voir comment les piles de pont peuvent modifier la morphologie fluviale. On reprend l'exemple du pont sur la rivière Tage, au Portugal. Comme on l'a déjà vu, les zones de déposition aval des piles sont bien visibles sur cette photo. Je les indique ici pour l'une des piles. Un parc rectile dans cette photo
Il existe aussi des zones de forte érosion du fond du lit amont les piles. Nous allons voir tout de suite un schéma qui représente le processus d'érosion et de déposition qui se passe quand on insère un pile de pont sur le lit mobile d'une rivière. La modification de l'écoulement génère une forte érosion en amont, avec la création de ce qu'on appelle une fosse d'érosion. Les sédiments érodés en amont vont se déposer en aval dans la direction des zones plus tranquilles de l'écoulement qui se forment dans la direction des piles. Nous allons maintenant passer au calcul hydraulique et nous commençons par voir de façon qualitative le dessin des lignes d'eau et après nous passerons au calcul du remous. Nous avons quelques prémices et hypothèses qu'il faut bien savoir. On utilisera les courbes d'énergie spécifiques comme auxiliaires, on considère le fond immobile, l'analyse considérera l'écoulement unidimensionnel et le canal rectangulaire, et finalement on considère un rétrécissement localisé de l'écoulement. Commençons par le dessin des lignes d'eau. Ce schéma général de l'écoulement correspond à un coût longitudinal par l'axe du canal, la section 2 et la section rétrécie. Le premier cas, qu'on verra, correspond à une situation d'écoulement en pente faible, où son énergie en régime uniforme est inférieure à l'énergie critique à la section rétrécie. Ici, on a tracé des lignes auxiliaires à notre développement. En vert, on a l'écoulement uniforme, la ligne des surfaces d'eau et la ligne d'énergie. En rouge, la ligne de surface d'eau et la ligne d'énergie pour l'écoulement critique. D'une manière préliminaire, nous observons déjà que l'écoulement n'aura pas d'énergie spécifique suffisante pour traverser le rétrécissement. Il aura sûrement un changement de régime. D'abord, nous allons utiliser la courbe de énergie spécifique pour comprendre l'écoulement. On part d'une section non perturbée, à mon rétrécissement, où on admet que l'écoulement est uniforme. Pour traverser le rétrécissement, l'écoulement doit gagner amont de l'énergie spécifique. La seule façon de le faire dans cette situation est à travers un haussement de la surface d'eau par moyen d'une courbe M1. Avec la réduction de la largeur disponible à l'écoulement, on change graduellement de courbe jusqu'à obtenir l'énergie minimale pour passer. Cette situation correspond à l'énergie critique. À partir d'ici, l'écoulement est torrentiel et revient à sa courbe initiale avec l'élargissement de la section. L'écoulement arrive à la fin de la contraction avec un excès d'énergie spécifique par rapport à la section non perturbée. Ainsi, l'écoulement perd son énergie spécifique en augmentant graduellement sa hauteur d'eau par moyen d'une courbe M3. L'écoulement devient instable et un réseau s'engendre. Un nouveau changement de régime se produit, cette fois-ci de torrentiel à fluvial par moyen d'un réseau. Ce changement de régime n'est pas graduel. Je vous présente maintenant ce qui arrive sur l'écoulement en parallèle à l'interprétation de la courbe d'énergie spécifique. En amont, on considère l'écoulement uniforme. La montée d'énergie spécifique se produit au moyen d'une ligne d'eau de type M1, dont la hauteur d'eau croît vers la section rétrécie. La transition vers la zone contractée oblige à un changement de régime d'écoulement de fluvial à torrentiel, en passant par l'hauteur critique. Après la zone contractée, une augmentation de la hauteur de l'écoulement se produit par moyen d'une courbe de type M3. Maintenant, on sait qu'un réseau se produit pour le passage de l'écoulement torrentiel de nouveau à fluvial. Pour déterminer la position de ce réseau, on dessine la ligne des hauteurs conjuguées. L'intersection de la ligne des hauteurs conjuguées avec la ligne qui définit le régime uniforme donne la localisation du réseau. Et voici le résultat final, où la ligne 2 est schématisée en parallèle avec le tracé de l'écoulement sur la courbe qui établit la relation entre la hauteur d'eau et l'énergie spécifique de l'écoulement. Ces types d'écoulement de transition à travers un rétrécissement se dit dénoyé. Voyons maintenant le cas, encore pour une faible pente, mais où l'énergie de l'écoulement uniforme est supérieure à l'énergie critique de l'écoulement dans le rétrécissement. Nous allons faire le même exercice qu'on a fait pour le cas précédent. On utilise toujours la courbe d'énergie spécifique pour comprendre l'écoulement. On commence par considérer la section non perturbée, avant le rétrécissement, où on admet que l'écoulement est uniforme.
L'écoulement en régime fluvial est contrôlé par aval. Pour passer la section rétrécie, l'écoulement doit gagner de l'énergie spécifique au moyen d'une augmentation de l'auteur d'eau, ce qui est fait par une courbe de type M1. Avec la diminution de la largeur de la section, on passe à une autre courbe sur le graphique qui correspond à la section minimale. En ce cas, l'énergie dont on arrive à la nouvelle courbe est supérieure à l'énergie critique de l'écoulement. Après la section rétrécie, on passe de nouveau à la courbe initiale et l'écoulement, contrôlé par aval, devient uniforme. Tous ces changements se donnent graduellement, sans changement brusque de régime de l'écoulement. Comme avant, je fais maintenant l'interprétation des changements d'écoulement sur la surface d'eau. La montée d'énergie spécifique amont se donne en moyenne d'une ligne d'eau du type M1. La montée d'énergie spécifique amont se donne en moyenne d'une ligne d'eau de type M1. Les transitions amont et après la section contractée se donnent graduellement sans que l'écoulement devienne critique. Aval, juste après la transition, l'écoulement est uniforme. Ce type d'écoulement de transition à travers un rétrécissement se dit noyé. Un ressaut ne prend pas place. Nous allons voir maintenant, de manière un peu moins détaillée, deux cas d'écoulement en pente forte. Le troisième cas correspond à une situation où l'écoulement uniforme a moins d'énergie que l'écoulement critique sous la section rétrécie. L'écoulement en amont est torrentiel et considéré uniforme. Pour gagner de l'énergie spécifique pour passer la section contractée, un ressaut se donne changeant le régime de torrentiel à fluvial. Après le ressaut, par moyen d'une courbe de type S1, l'écoulement continue à gagner de l'énergie jusqu'au rétrécissement. Dans la zone du rétrécissement, une transition graduelle passant par critique se donne. Après le rétrécissement, la hauteur est inférieure à la hauteur en régime uniforme. Une transition graduelle de la ligne 2 se produit avec une courbe de type S3, avec perte d'énergie spécifique jusqu'à la hauteur uniforme. Ce type d'écoulement de transition à travers un rétrécissement se dit dénoyé. On observe un changement de type d'écoulement. Voyons maintenant le cas pour pente forte encore, mais où l'énergie de l'écoulement uniforme est plus grande que l'énergie critique sur la section rétrécie. L'écoulement en amont est torrentiel et considéré uniforme. Avec le rétrécissement et l'élargissement, on change de courbe d'énergie, puis on revient à la courbe d'énergie initiale. Toutes ces transitions se font de forme graduelle. Après la transition, un changement graduel de la ligne 2 se donne avec une courbe de type S2, avec gagne d'énergie spécifique jusqu'à la hauteur uniforme. Ce type d'écoulement de transition à travers un rétrécissement se dit noyé. On n'observe pas un changement de type d'écoulement. Je vous montre par la suite une méthode quantitative pour déterminer le remous d'exaucement causé par un rétrécissement de pile de pont. Nous allons voir la méthode d'Aubusson. Deux informations sont essentielles au calcul hydraulique: le type de pente du canal et la largeur de la section rétrécie. Les conditions d'écoulement de la section rétrécie déterminent le calcul hydraulique à faire. On reprend le schéma de la section rétrécie vue auparavant. Nous connaissons déjà qu'il existe des pertes d'énergie à la transition section amont-section rétrécie et encore des pertes d'énergie à la section du rétrécissement qui sont plus importantes. Et il y a une réduction de la section de l'écoulement due au rétrécissement. On considère comme cas d'étude un canal à pente faible, où l'énergie de l'écoulement uniforme est supérieure à l'énergie critique dans la section rétrécie. Notre objectif est le calcul de l'exaucement, c'est-à-dire la différence entre la hauteur d'eau de l'écoulement amont et la hauteur d'eau de l'écoulement dans la section rétrécie. Pour l'utilisation de la méthode d'Aubusson, on a besoin de savoir la largeur du canal rectangulaire, la largeur du rétrécissement et la valeur du coefficient de rétrécissement. On commence par établir l'équation d'énergie spécifique entre la section amont, identifiée avec le chiffre 1, et la section rétrécie,
identifié avec le chiffre 2. Selon la méthode, on va considérer que la hauteur de sur la section rétrécie est la même que la hauteur de uniforme de l'écoulement. On peut établir maintenant une équation non linéaire qui définit la relation entre la hauteur de à moins le rétrécissement et la hauteur de un écoulement uniforme qui est connu. La résolution de cette équation non linéaire se fait itérativement. Finalement, le coefficient d'Aubusson peut être déterminé basé sur cette figure où des types distincts de formes de piles de pont sont définis. On arrive à la fin de notre cours d'aujourd'hui. On a appris les bases pour les calculs hydrauliques de l'écoulement en présence de piles de pont.